Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. En 1969, Mario Puzo est l'auteur d'un livre qui restera dans les annales du roman criminel. Le Parrain. Le roman décrit l'itinéraire de Vito Andolini, un parrain de la mafia natif du village de Corleone en Sicile et qui va fonder dans l'Amérique des années 20 un véritable empire du crime. Père de famille honnête, Vito se retrouve entraîné malgré lui dans une affaire de trafic d'armes, une affaire dont il ne tardera pas à prendre le commandement. Très vite, son pouvoir s'étend. Et celui qui se fait désormais appeler Don Corleone devient en quelques années le chef redouté d'une des plus puissantes familles de la mafia new-yorkaise. Si l'argent est évidemment sa principale source de motivation, Vito désire quelque chose de plus, la respectabilité. Devenir quelqu'un dans un monde où la réputation fait tout. Le Parrain nous plonge dans un univers alors méconnu du grand public, l'univers de la mafia, avec ses hiérarchies, ses méthodes et ses lois. Un univers qui fascine par son rapport au pouvoir et à la violence, faisant même de la figure du gangster le nouvel avatar du héros. Don Corleone est un personnage qu'on respecte, voire qu'on admire. En 1972, Le Parrain est adapté au cinéma par les studios Paramount. La réalisation est confiée à un certain Francis Ford Coppola, alors âgé de 32 ans. Le succès du film entraînera une suite en 1974, conclue par un troisième volet en 1990. Centré sur l'histoire de Michael Corleone, le plus jeune fils de Vito, la saga nous présente le parcours d'un homme que rien ne prédestinait à devenir le chef d'une organisation criminelle. D'abord tenu à l'écart des affaires familiales, Michael va en devenir l'élément central et finira par succéder à Vito sur le fauteuil du Don. Le spectateur assiste en direct à sa métamorphose. Le jeune homme doux et souriant s'est transformé en un chef de clan impitoyable, calculateur et violent. Il voulait seulement mener une vie paisible et honnête, mais son désir de protéger sa famille le conduira à choisir une autre voie, la voie du crime, de la vengeance et du pouvoir. Mais si on devait dresser le portrait philosophique de Michael Corleone, qu'est-ce que ça donnerait? Quelles sont les philosophies qui influencent, sans qu'il le sache, la vision du monde du Parrain? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode. S'il y a une chose considérée comme sacrée dans la mafia italienne, c'est la famille. Vito Corleone est intransigeant sur le sujet. Un homme qui ne se consacre pas entièrement à sa famille ne sera jamais un homme. Toute sa vie, il a travaillé pour mettre ses enfants à l'abri et leur offrir une vie qu'il n'a pas eue. Lui qui a dû fuir la Sicile à l'âge de 9 ans, après que toute sa famille a été tuée par la mafia. Michael est le fruit de cette abnégation. Étudiant brillant, son père l'imaginait déjà juge ou sénateur, la façade propre et légale de la famille Corleone. Mais Michael voyait les choses autrement. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il s'engage dans les Marines pour défendre le drapeau américain, occasionnant la colère de son frère aîné, Santino, qui lui reproche de faire passer sa patrie d'adoption avant sa famille de sang. Et il n'a pas tout à fait tort. L'objectif de Michael, c'est l'assimilation. Devenir un Américain comme les autres, qui aime son pays au point de prendre les armes pour le défendre. Cette assimilation, Michael semble y avoir été programmé, lui qui est le seul à porter un prénom américain, quand ses frères et sœurs ont tous reçu des prénoms italiens. Santino, Federico et Constantia. Au mariage de sa sœur, il porte un uniforme militaire, preuve qu'il assume son patriotisme. Et quand vient le moment de la photo de famille, il impose la présence de sa femme, Kay, la seule femme aux cheveux blonds, la seule femme à porter une tenue américaine. Une manière de suggérer qu'entre l'Amérique et l'Italie, Michael a choisi l'Amérique. Lorsque Kay lui demande de lui parler de sa famille, il lui dévoile à contre-cœur la face obscure des Corleone. Les trafics, les crimes et les offres qu'on ne peut pas refuser. Et il ajoute « Ça, c'est ma famille. Ce n'est pas moi. » Michael ne renie pas ses origines, mais il s'en détache. Enfant de la liberté et de l'individualisme, il ne se reconnaît pas dans le tribalisme sicilien.
Le simple fait qu'il ait du mal à soutenir une conversation en italien illustre sa rupture avec sa terre d'origine. Vito ne souhaitait pas que Michael soit mêlé aux affaires de la famille. Non pas qu'il ne le pensait pas à la hauteur, bien au contraire, mais il voulait le préserver. Que le nom de Michael ne soit pas entaché par sa mauvaise réputation. Mais un événement va faire basculer les choses. La tentative d'assassinat de Vito par son rival, Sollozzo. Comme pour mieux souligner la distance qui le sépare de sa famille, Michael apprend la nouvelle par les journaux. C'est à ce moment-là qu'il décide de modifier la trajectoire de son destin. Il court au chevet de son père et parvient même à déjouer une seconde tentative de meurtre à l'hôpital. Dorénavant, la famille Corleone devra compter avec Michael. En s'en prenant à son père, Sollozzo a réveillé chez Michael une dimension enfouie de sa personnalité. L'attachement aux origines. On l'a vu, jusqu'à cet événement, Michael ne se considérait pas comme italien, mais comme américain. Mais une fois commis son premier meurtre, celui par lequel il prend les rênes de la famille, Michael renoue avec ses origines. Après l'assassinat de Sollozzo, c'est en Sicile que Michael va trouver refuge. Un pays dont il dira lui-même qu'il y est un étranger, mais où il cherchera à se réenraciner en épousant une jeune Sicilienne, Apollonia. La demande en mariage se fait dans le respect des traditions, et c'est à Apollonia que Michael repense avec nostalgie 30 ans plus tard, quand son fils interprète pour lui Brucia la Terra. En renouant avec ses origines, Michael incarne un concept développé par la philosophe française Simone Veil. L'enracinement. L'enracinement, c'est le fait d'être relié à une communauté qui nous transcende. C'est l'appartenance à un tout qui nous précède et qui donne du sens à notre existence individuelle. Pour Simone Veil, l'enracinement est un besoin de l'âme. Autrement dit, l'accomplissement de l'être humain passe nécessairement par le sentiment d'appartenance. Michael est un déraciné. Et comme tous les déracinés, son besoin d'appartenance est profond. Son assimilation à la société américaine en témoigne. Évoluant à l'écart de sa famille, il a cherché à se forger une identité de substitution, planter de nouvelles racines dans un pays où il se sent chez lui. Mais lorsque son père a frôlé la mort, son choix s'est finalement porté sur son appartenance d'origine. Chez Simone Veil, l'enracinement n'est pas seulement territorial, il est également culturel, traditionnel, voire religieux. En prenant la place de son père, Michael a commencé à adopter les codes de la culture sicilienne. Une évolution particulièrement visible lorsque Kay fait une fausse couche et qu'il veut absolument savoir si l'enfant qu'elle portait était un garçon. Kay finira par lui avouer qu'il ne s'agissait pas d'une fausse couche, mais d'un avortement. Ces mots sont forts. C'était un garçon, et j'ai voulu qu'on le tue. Je ne voulais pas mettre au monde un autre Sicilien. La réaction de Michael sera irréversible. Les scènes religieuses sont également révélatrices du réenracinement de Michael dans la culture italienne. Les baptêmes, où le prêtre officie en latin, les Ave Maria que récite Fredo à la pêche, ou encore les liens que Michael finit par tisser avec le haut clergé catholique. Mais c'est au cours d'une conversation avec sa mère, en italien cette fois-ci, que son besoin d'appartenance atteindra son point culminant. Une conversation au cours de laquelle il lui demandera si, en voulant se montrer fort, son père aurait pu perdre sa famille. Cette peur, c'est la sienne. Michael Corleone place la famille au-dessus de tout. Car la famille, c'est le partage d'une origine qui nous unit et qui donne un sens à notre existence. Quand Le Parrain est sorti sur les écrans, le spectateur attentif aura pu remarquer l'image qui accompagnait le titre. Un pantin. Le pantin est une métaphore du pouvoir, comme l'illustre l'expression « tirer les ficelles ». Dans la fameuse scène du jardin, Vito explique à Michael qu'il a tout fait pour ne jamais être un pantin aux mains des politiciens, et qu'il espérait qu'un jour, ce soit Michael qui tire les ficelles. Michael n'oubliera jamais ces mots. Durant l'intégralité de son règne, il s'évertuera à étendre et à consolider son pouvoir, car de son pouvoir dépend la sécurité de sa famille, et comme on l'a vu, sa famille est ce qu'il y a de plus important pour lui. Quand il s'agit de renforcer sa domination, Michael est prêt à tout. La morale n'entre pas en ligne de compte dans ses décisions, pas plus que la religion, qui ne constitue pour lui qu'un paravent social. On pense évidemment à la scène du baptême, dans laquelle Michael prétend renoncer au mal
pendant que ses hommes sont en train d'assassiner ses concurrents. La soif de pouvoir de Michael est sans limite et prend la forme d'une véritable obsession. Incapable de supporter le déshonneur, il va jusqu'à ordonner la mort de son propre frère, Fredo. Aucune compassion dans les yeux de Michael, mais une pure détermination. Une détermination qui semble même effrayer son homme de main, qui comprend instantanément la signification de ce regard. Mais on aurait tort de croire que le pouvoir de Michael repose uniquement sur la violence, car son arme favorite, c'est la stratégie. En cela, Michael s'inscrit dans la filiation d'un philosophe italien de la Renaissance, Machiavel. Machiavel disait qu'un souverain ne devait pas gouverner uniquement par la force, mais aussi et surtout par la ruse. La ruse, c'est l'intelligence qui ne s'embarrasse pas de considérations morales. C'est l'intelligence au service de l'efficacité et non de la probité. Une philosophie résumée dans un adage bien connu, la fin justifie les moyens. La morale n'intervient jamais dans les choix stratégiques de Michael. La seule chose qui compte pour lui, c'est de parvenir à ses fins. Comme Machiavel, Michael considère qu'une action est bonne si elle lui permet d'augmenter son pouvoir. Le reste n'a aucune importance. Affranchi de toute morale, le mensonge et la tromperie deviennent chez Michael une seconde nature, y compris dans sa vie privée, comme quand il assure à Kay qu'il n'a jamais ordonné le meurtre de son beau-frère, afin de maintenir un semblant d'équilibre dans son couple. Michael est un personnage lucide et pragmatique. Il est conscient que c'est le mensonge qui dirige le monde, et que si on veut survivre dans le milieu des affaires, il faut laisser sa vertu au vestiaire. Au sénateur Pat Geary, à qui il sourit devant les photographes, il lancera dans l'obscurité feutrée de son bureau « Nous participons tous les deux de la même hypocrisie ». Machiavel a écrit « Le prince doit être expert dans l'art de simuler et de dissimuler ». Traduction, le pouvoir consiste à faire semblant, car le premier critère sur lequel nous jugeons les autres, ce sont les apparences. La duplicité fait partie intégrante du fonctionnement de la mafia. Exemple le plus emblématique, le baiser de la mort, qui consiste à embrasser celui qu'on a prévu d'assassiner, le plus souvent pour avoir trahi. Un renversement symbolique du célèbre baiser de Judas, qui marque la trahison du 12e apôtre envers Jésus. Quand Michael apprend que Fredo l'a trahi, il le saisit par la nuque et l'embrasse, annonçant par ce geste que les jours de son frère sont désormais comptés. Même mode opératoire avec Hyman Ross, que Michael fait mine d'apprécier, alors qu'il a déjà prévu de l'envoyer au cimetière. Machiavel a écrit « Pour être efficace, il faut cacher ses intentions ». Ironiquement, c'est cet art de la duplicité qui fera défaut au jeune Vincent, le neveu de Michael, qui devra apprendre à maîtriser sa spontanéité, entendez, à cacher ce qu'il pense vraiment, s'il veut un jour lui succéder. Le défaut de Vincent, c'est sa sincérité. 2000 ans avant Machiavel, un penseur et général chinois avait déjà théorisé l'art de la stratégie par la ruse. Sun Tzu. Pour Sun Tzu, la guerre n'est pas une affaire de force, mais d'intelligence. Une guerre efficace n'est pas une guerre où on fait pleuvoir les munitions, mais où on les économise. D'où la nécessité de réfléchir avant d'agir, et surtout, de connaître son ennemi. Plusieurs répliques du parrain font directement référence à l'art de la guerre de Sun Tzu. Quelques exemples. Garde tes amis près de toi, et tes ennemis encore plus près. Une phrase qui fait écho à la citation de Sun Tzu, « Connais-toi toi-même, et connais ton ennemi ». Ou encore, « Ne hais pas tes ennemis, ça perturbe le jugement », qui reprend la recommandation du stratège chinois de ne pas envisager la guerre sous un angle émotionnel, mais sous un angle rationnel. Dernier exemple, la réplique de Michael avant qu'il ne tue Solozzo. C'est pas personnel, c'est uniquement les affaires. Quand Sun Tzu déconseillait à quiconque de déclencher une guerre pour des motifs personnels. Michael maîtrise l'art de la guerre. Lors de son séjour à la Havane, il est le seul à penser que les rebelles cubains peuvent gagner. L'avenir lui donnera raison. Et quand on pourrait le croire devenu fou lorsqu'il décide d'éliminer toutes les familles rivales, Michael sait au contraire que c'est la meilleure stratégie, car c'est celle à laquelle on ne s'attend pas. Personne ne serait assez téméraire pour oser faire ça. Telle est la réaction que Michael était certain de provoquer. Si l'on veut la victoire, écrit Sun Tzu, il faut la cueillir au milieu du danger. Michael Corleone n'est donc pas seulement un personnage qui sacralise la famille. C'est également un personnage pour qui la conquête du pouvoir passe par l'intelligence et l'émancipation à l'égard de la morale.
Les crimes de Michael sont nombreux. Et avec le temps, ils ont alourdi son âme. Quand sa santé commence à décliner, Michael se met en quête de rédemption. En vieillissant, le visage de Michael s'est adouci. Sa gestuelle est plus décontractée, ses yeux plus chaleureux. La raison de ce changement est simple. Michael n'a plus l'avidité du pouvoir. Mais cet apaisement n'est qu'apparent. Derrière son sourire, Michael est rongé par la culpabilité. Il a tué son frère, et cette pensée le hante. « J'ai tué le fils de ma mère », dira-t-il en pleurant. « J'ai tué le fils de mon père ». Pour la première fois de sa vie, Michael ressent le besoin de se confesser. Jusqu'alors, il n'avait jamais reconnu aucune de ses fautes. Dans son esprit, il n'était pas coupable, car on n'est coupable que lorsque l'on fait le mal volontairement. Les crimes de Michael n'étaient pas volontaires. Ils étaient nécessaires. Il n'obéissait pas à une volonté de faire le mal, mais au besoin de protéger sa vie. L'orgueilleux ne se repent pas. Il se justifie. Au crépuscule de sa vie, Michael cesse de se justifier. Quand le cardinal Lamberto se dit prêt à entendre le récit de ses péchés, Michael le prévient qu'il risque d'abuser de son temps. « J'ai toujours du temps pour sauver des âmes », lui répondra Lamberto. Selon ses propres mots, Michael est au-delà de toute rédemption. Il ne croit pas dans la rémission de son âme parce qu'il n'a pas la foi. À quoi bon me confesser si j'ignore le repentir? Par ailleurs, Michael sait qu'avouer ses crimes à un inconnu représente un risque. Conscient qu'être cardinal ne signifie pas nécessairement être digne de confiance. Et pourtant, il le fait. Cette prise de risque est révélatrice d'un besoin. Le besoin d'expurger le mal. Le besoin d'extérioriser son péché pour s'en libérer. Ses larmes sont la preuve qu'il n'est pas un monstre, que son âme n'est pas, selon la métaphore de Lamberto, sèche à l'intérieur. Mais si Michael n'est pas un monstre, il a agi comme un monstre. Et ça, il ne peut l'occulter. Le rapprochement de Michael avec le clergé catholique a un but moins professionnel que personnel. En devenant le mécène d'œuvres caritatives, il espère purifier sa conscience des fautes qu'il a commises. Mais cela suffira-t-il? Tout porte à croire que non. Michael est sujet à des crises d'hypoglycémie. Au cours de l'une d'elles, il crie le nom de Fredo. Fredo qui est officiellement mort par accident dans une noyade, mais dont Michael entend encore retentir le coup de feu qui mit fin à sa vie. Les derniers mots de Fredo auront été prémonitoires. « Priez pour nous, pauvres pécheurs ». Le thème de la rédemption occupe une place centrale dans l'œuvre d'un philosophe et théologien du Moyen-Âge, Saint Augustin. Saint Augustin croyait en la doctrine du péché originel, selon laquelle tous les êtres humains naissent corrompus. L'existence du mal parmi les hommes serait le résultat du péché d'Adam et Ève, qui succombèrent à la tentation en goûtant le fruit défendu. Depuis, notre âme serait marquée du sceau de la corruption. Pour Augustin, la rédemption est rendue possible par la grâce. Autrement dit, seul Dieu est à même de choisir ceux qui méritent de voir leur âme sauvée. L'une des conditions étant de se tourner vers Dieu avec un cœur sincère et de lui demander pardon. Expier ses fautes, c'est d'abord les reconnaître et ne pas chercher à les minimiser. Chez Michael, comme chez la plupart des gens qui le commettent, le mal porte le vêtement du bien. Cela signifie que nos fautes sont rarement motivées par une intention maléfique, mais au contraire, par la conviction de faire ce qui est juste. C'est par amour pour sa famille que Michael élimine ce qui la menace. C'est par attachement à l'honneur qu'il a recours à la vengeance. C'est pour punir la trahison qu'il assassine Fredo. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais si Michael parvient pendant un temps à se cacher derrière ses justifications, la culpabilité finit par le rattraper. Il se rend compte qu'on ne résout pas le mal par le mal, et que sa conscience doit désormais porter le fardeau de ses crimes. Le personnage de Michael incarne le tragique et la fatalité. Quoi qu'il fasse pour se racheter, son âme est déjà condamnée. Le tragique repose sur l'impossibilité. L'impossibilité pour le héros de trouver une issue favorable. L'impossibilité de sortir du cycle de la fatalité. Comme il le dit lui-même, à chaque fois qu'il fait un pas en dehors de la criminalité, des forces conspirent pour le ramener en arrière. À chaque fois qu'il veut conjurer le mal le manipule tel un pantin. Vito est devenu un parrain de la mafia, alors que toute sa famille a été tuée par la mafia.
Michael a succédé à son père parce qu'il voulait protéger sa famille. Et c'est en voulant protéger sa famille qu'il l'a anéanti. Malgré lui, Michael a reproduit le cycle dont il voulait s'extraire. Le tragique, c'est quand l'univers transforme chacun de nos actes en moyen d'accomplir ce que l'on cherchait à éviter. C'est quand les forces du ciel décident que, quoi que nous fassions, nous sommes condamnés au malheur. Fredo est mort par sa faute. Apollonia est morte par sa faute. Sa femme l'a quitté par sa faute. Et quand Michael est sur le point de trouver enfin la paix, sa fille, Marie, est assassinée. L'être qu'il aimait le plus au monde, l'être pur et innocent pour qui il aurait supporté l'enfer, sa fille est morte sous ses yeux d'une balle en plein cœur. Et son dernier mot fut « Papa », comme un appel au secours, mais aussi comme une désignation. La désignation du responsable de cette mort insoutenable. La désignation de celui dont l'orgueil a provoqué la réponse des dieux. Pas de rédemption pour Michael, condamné à hurler sa douleur dans la nuit silencieuse. Michael a perdu tout ce pourquoi il a vécu. Son âme est trop lourde pour rejoindre les cieux. Il vivra le restant de ses jours en enfer. Et il y restera. Seul. Famille, pouvoir, rédemption, tels sont les maîtres mots de la philosophie du parrain. Un personnage qui voulait incarner la force et la respectabilité, mais que la soif de pouvoir a conduit à tout perdre. Un personnage qui a passé sa vie à combattre ses ennemis, sans se rendre compte que son véritable ennemi, c'était lui. Qui vit par l'épée, périra par l'épée. Qui vend son âme au diable, se condamne à l'enfer. Car s'il y a un enseignement à tirer du destin tragique de Michael Corleone, c'est que quand le mal vous fait une offre, il est dans votre intérêt de la refuser.